Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'On Jase là, l'émission où on vous parle d'un nouveau sujet à chaque semaine. Marc-André au micro. Cette semaine, je suis entouré, comme à l'habitude, de Clarence. Allô? Comment ça va? Ça va très bien, Marc-André, pis toi? Super bien, je suis très content. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Thibault-Lepage du collectif Leap. Bonjour les gars. Ça va Salut. bien? Ça va très bien, vous autres? Ben oui. Puis en fait, on te reçoit aujourd'hui. Tu viens nous parler justement de ta compagnie qui s'appelle Leap. Vous faites du café infusé à froid. Donc, on a plein de questions là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui est plus ou moins connu. Dans le fond, là, c'est quoi le café infusé à froid, mais aussi l'idée de vous êtes un collectif, donc tout cet aspect-là un peu plus proche de la coopération, puis tout ça, pas seulement dans le fonctionnement de l'entreprise, mais dans la façon que vous travaillez à l'interne. Donc, tout ce côté-là de lancer un peu une entreprise. Le côté éthique aussi qui est important chez vous, le côté environnemental. Donc, je pense que ça va être une belle discussion, mais si tu peux juste nous dire un peu c'est quoi Leap en fait, qu'est-ce que vous faites? En fait, Leap, ça fait environ un an qu'on est lancé. On s'est lancé l'an dernier à ma brasserie. Et notre gros début de carrière, en fait, ça s'est fait à l'Expo Manger Santé. OK. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait du café infusé à froid. En fait, le café infusé à froid, c'est quoi? C'est assez simple comme processus. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre du café qui est déjà torréfié, qu'on va moudre et qu'on va mettre dans l'eau froide pendant environ 24 heures. OK. 24 heures. Donc, oui, c'est une infusion. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, un café régulier qu'on fait dans l'eau chaude, Ouais. à cause de l'eau chaude, l'infusion va se faire beaucoup plus rapidement. Et ça va aller casser, en fait, les molécules plus vite pour aller extraire les huiles, etc. Tandis que l'infusion à froid, ça prend beaucoup plus de temps, mais ça va aller chercher aussi d'autres trucs dans le café. Et ça va laisser certaines huiles dans le grain qui vont pas se ramasser dans le café comme tel. Donc, on va finir avec un café qui va avoir un goût beaucoup plus sucré que normalement parce qu'on va pas avoir la même amertume qui va ressortir. Donc, on va goûter plus les touches fleurales, en fait, du grain de café. Et ça va donner justement un produit qui va être sucré naturellement sans avoir besoin d'y ajouter du sucre à l'intérieur. J'avoue, j'ai jamais personnellement goûté de café infusé à froid de ma vie. Ça va être ma première, là, parce que, les auditrices et les auditeurs ne le voient pas, mais Antoine nous a apporté des échantillons, des produits donc de Leap. Il y a 3 saveurs. Maintenant. Exact. Exactement. Il y a la saveur classique que tu as présentement à côté de toi. Marc-André, tu as la... Moi, j'ai celle-là aux agrumes, donc quand même étonnant, auquel je m'attendais pas. J'ai été assez surpris la première fois qu'Antoine me l'a montré qu'il y avait ça comme produit pour du café. Je suis tout autant. Et moi, j'ai présentement dans ma main la Chaganilla. Qu'est-ce que la Chaganilla? En fait, je vais partir du classique. En fait, le classique, c'est comme un peu notre produit de base. C'est vraiment un café foncé, un café noir, bien straight. Donc, lui, c'est celui que notre infusion principale nous donne. OK. Donc, quand on fait l'infusion, quand on met les grains de café dans l'eau pendant 24 heures, ça nous donne le café classique dans lequel on n'ajoute rien. Et ensuite, à partir de cette base-là, on fait nos 2 autres produits. Le Chaganilla, en fait, c'est quoi? C'est un mot cute pour dire que c'est un mélange, en fait, entre le café, du chaga, une infusion de chaga qu'on fait, et de la vanille, une infusion de vanille. Donc, le chaga, c'est un espèce de champignon, en fait. Ça commence à être de plus en plus connu, surtout dans les magasins d'aliments naturels. OK. C'est un champignon qui pousse sur les bouleaux blancs et sur les bouleaux jaunes, ici, dans la forêt boréale. OK. Le nôtre, il vient de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est cueilli par un cueilleur de champignons professionnel qui s'appelle Réal Lampron. OK. Et lui, il est vraiment là dans une optique éco-responsable, en fait, parce que le chaga, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourrait l'arracher au complet et il ne repousserait plus. Mais si on le coupe de la bonne façon, le champignon, il va se régénérer puis il va continuer à pousser. Okay. Oh wow, ok. Donc le souci environnemental de préservation naturelle, il entre au premier palier de la production. Là. On essaye le plus possible, surtout que nous, c'est beaucoup avec les ingrédients qu'on travaille, donc on essaie vraiment d'aller chercher des ingrédients de manière responsable, c'est ça. Puis autant au niveau des travailleurs, oui, on va sûrement parler, la plupart de nos ingrédients, en fait, sont équitables, même si malheureusement, pour l'instant, on n'a pas la certification présentement, mais aussi biologique. Et quand on va chercher, c'est ça, comme le chaga, c'est le truc qui vient pas d'une ferme de production ou quelque chose du genre. Il faut vraiment aller dans la forêt pour le récolter. Okay. Donc ça, on s'assure même que quand les gens vont le chercher, ce soit fait de la bonne façon. D'accord. Et
Réal Lampron, en fait, qui est notre contact en Abitibi, ben, il s'assure toujours de faire ça de cette façon-là. Et aussi, il va toujours le chercher à un moment particulier, en fait, parce qu'il y a une température où on peut aller chercher le chaga pour s'assurer qu'il y ait le plus d'antioxydants possible à l'intérieur. Parce que le but, en fait, de consommer du chaga, ça part un petit peu de ça, c'est le fait que c'est un champignon super bon pour la santé. OK. Parce que c'est le meilleur antioxydant qu'on trouve dans la nature. Ah ouais? OK. Donc, c'est un peu de là que vient toute cette hype-là. Et nous, on s'est dit, waouh, ça serait cool d'avoir un antioxydant comme ça dans notre café en plus. En plus, la petite touche vanillée qui vient y ajouter un petit goût un peu sucré, encore une fois, plus naturel. Super. Je vais me lancer parce que j'ai pas encore goûté. Puis, celui aux agrumes, c'est quel type d'agrumes que vous avez mis dedans? Ça vient d'où l'idée de mélanger café et agrumes, qui est quand même assez original? Mais c'est un petit peu le trip du thé glacé, comment dire, tu sais. OK. En fait, c'est ça, on avait le goût d'avoir un café, déjà c'est un café froid, Ouais. on avait le goût qu'il soit rafraîchissant, donc on s'est dit, avoir une espèce de café limonade, ça pourrait être cool. Donc on a été chercher du jus de citron biologique. En fait, les citrons sont produits au Paraguay par une coopérative qui s'appelle Manduvira, si je ne me trompe. Donc nous, on reçoit le jus de citron directement en poche fait en provenance de ces coopératives-là. OK. Et c'est aussi cette coopérative-là qui va faire, par exemple, le sucre de canne qu'on va mettre à l'intérieur. Parce que celui aux agrumes, c'est le seul dans lequel on doit ajouter du sucre absolument. Pourquoi? Parce que du café, à la base, c'est déjà un petit peu acide. Ouais. Avec le citron, ça devenait encore plus acide. Donc, pour équilibrer un peu. Oui, c'est ça. C'était pour équilibrer le goût, pour pas que ça fasse des grimaces quand on en boive. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, parce que là je parle d'acidité, c'est aussi que le cold brew, une de ses particularités en fait, c'est que c'est un café qui va être environ 70% moins acide que le café ordinaire. Pourquoi? Parce que justement pendant le processus d'infusion, on va chercher moins l'acidité du grain. Donc pour les gens qui feraient des reflux gastriques de manière générale quand ils vont boire du café, c'est moins agressant pour l'estomac. Ah, c'est intéressant. Puis là, ça, tu nous as parlé des produits un peu, mais si on vient un peu à l'origine, je sais que tu n'étais pas là dès le début de la fondation de Leap, mais ça partit d'où cette idée-là de se lancer dans le café infusé à froid? Je pense pas qu'il y a beaucoup de compagnies qui fassent ça ici au Québec. Ça part d'où, ça? Mais en fait, c'est un concept qui commence tranquillement à rentrer au Québec. Il y a certaines entreprises qui ont essayé dans les 2 dernières années d'en faire. Il y en a qui ont eu plus de succès que d'autres. OK. Disons, à l'origine, le cold brew, c'est vraiment vieux. Ça fait plusieurs centaines d'années que ça existe, mais ça a commencé au Japon, en fait. Parce qu'au Japon, c'était la manière qu'il y avait de faire infuser le café. De le faire directement dans l'eau froide. On pourrait le faire aussi sur... on pourrait très bien faire du cold brew en laissant le café sur le comptoir pendant une nuit entière. C'est juste que, bon, plus on va y aller avec de l'eau froide, plus ça va prendre du temps, mais plus aussi on va pouvoir faire ressortir les arômes qu'on désire. OK. Donc, nous, c'est pour ça qu'on le fait à l'eau froide directement dans un gros frigo. OK. Mais c'est ça, à l'origine, c'était une tradition japonaise. Et là, ça s'est répandu particulièrement aux États-Unis dans les dernières années. Et comme tu le disais tantôt, ben nous, on est un collectif, en fait. Je pense que je préfère ce mot-là, en fait, parce que ça vient vraiment me montrer aussi comme toute l'espèce de state of mind qu'on a en arrière de la tête. Vous êtes combien dans le collectif? On est 6. OK. Donc, à l'origine, en fait, c'est Grégoire Bernèche, qui est un de mes partenaires, qui, lui, il est médecin radiologiste. OK. Oh mon Dieu! C'est ça, lui c'est vraiment l'homme derrière l'idée, en fait. OK. Puis c'est un fanatique de café, mais particulièrement un fanatique de cold brew, parce qu'il se ramassait régulièrement aux États-Unis où c'est rendu une véritable tendance. OK. Il y a énormément d'entreprises aux États-Unis qui en font. Et il y a aussi beaucoup de cafés troisième vague qui en font à l'intérieur de leur café pour servir à leurs clients. OK. Petite parenthèse, c'est quoi un café troisième vague, personnellement? Ben, en fait, c'est que on dit troisième vague parce qu'il y a eu plusieurs vagues de découverte du café. OK. Dans l'histoire du café. La troisième vague, c'est un peu le trip. C'est très très présent à Montréal aussi. C'est un peu le trip de commencer à approcher le café un peu de la même façon qu'on approche le vin aujourd'hui, puis de faire déguster, puis montrer que le terroir de différents cafés, en fait, affecte le goût, puis t'apporte d'autres arômes, etc. Et vraiment de pousser sur ces... Les différences, dans le fond, entre les grains, puis tout ça, puis l'origine. Exact. Okay. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cafés à Montréal. Lorsque tu vois leur offre derrière le comptoir où habituellement on sert, tout le temps l'origine, le goût,
le type de plant même, le type même du café, l'arbre sur lequel il est cueilli. C'est tout précisé. Au même titre que tu vas pouvoir te présenter dans, je sais pas, moi je pourrais dire ça au hasard, dans un magasin de thé, et tu vas avoir toutes les nuances dans le goût qui vont être présentées. Est-ce que c'est un peu la base, est-ce que c'est un peu la même chose? Hein? Oui, c'est un petit peu ce concept-là en fait. C'est un petit peu comme l'œnologie du café. Okay. C'est vraiment poussé justement sur tout ce qui a un lien avec le terroir et sur les particularités de chaque grain de café en fonction de leur origine, en fonction de comment ils ont été cultivés, etc. Okay. Donc c'est poussé au niveau du goût. Grégoire, dans toute cette histoire-là, dans le fond, c'est que Grégoire, il allait régulièrement aux États-Unis et il est tombé en amour avec le cold brew. Okay. Et lui, il est revenu au Québec et il s'est dit... Moi, je suis convaincu que les Québécois vont triper sur le cold brew aussi, même si ici, c'est pas encore connu. J'ai envie de partir à une entreprise comme ça. OK. Puis Grégoire, il y a un ami d'enfance extraordinaire qui s'appelle Simon Bertrand, qui est ancien PDG de Rise Kombucha, Okay. qui est co-founder de Rise Kombucha, en fait. Donc, il est allé voir Simon. Simon, il avait de l'expérience dans les boissons, dans la commercialisation de boissons, etc. Puis il dit « Hey, mon vieux, j'aimerais ça qu'on parte un projet ensemble, j'aimerais ça qu'on fasse ça. » Simon, de son côté, super enthousiaste, il dit « Ouais, ça serait cool. » Lui, il a un ami qui s'appelle Abraham Guzman, qui est l'ancien directeur des opérations chez Rise, donc il va le voir, il dit « Ah, ça serait le fun qu'on fasse ça. » Et dans sa vie passée chez Rise, justement, il avait déjà fait affaire avec Dario Iezoni, qui est actuellement président de l'Association équitable du Québec, et qui a 15 ans d'expérience dans le domaine du café. Il a travaillé chez Centropol, avant ça il a travaillé pour la division Equita d'Oxfam, toujours dans le milieu biologique équitable. Ben, à l'époque c'était particulièrement équitable surtout, et ça se trouve que Dario c'est mon cousin. OK. Fait que c'est de là que ton implication... Exact. Moi, ça a été ma porte d'entrée à travers ça, en fait, c'est que là, les gars, ils se sont dit, OK, on fait ça, ils sont tous mis ensemble et ils ont commencé à développer le produit. Donc, c'est ensemble un peu qu'ils ont sorti les premières saveurs, comme je disais avant l'émission, en fait, qu'au début, par exemple, l'agrume, c'était un agrume pétillant. Ça, c'était le petit côté kombucha qui ressortait. Le Chagavani, ben, par exemple, c'est Simon et Dario à l'époque, quand il y avait des discussions par rapport à Rise, les deux avaient vraiment envie de faire une boisson chaga. Quand il est venu le temps de Leap, ils se sont dit, OK, mais là, on en fait une boisson chaga, ça va être vraiment cool. Ça va être le moment, Fait qu'ensemble, ils ont fait tout le développement, en fait, du produit. Grégoire, c'est sûr que, bon, lui, il est médecin, radiologiste, tout est occupé il a beaucoup de travail en même temps. Fait qu'il est beaucoup moins présent sur le terrain, mais il était toujours au cœur de réflexion à ce niveau-là. Donc, ensemble, ils ont développé ça. Ensuite, ils ont fait toutes les recherches pour le branding, trouvé un nom. Il y a... j'ai oublié son nom, mais bref, je pense que c'est Philippe Boudreau, si je ne me trompe pas, qui les a aidés pour trouver le nom Leap, finalement. L'idée, c'était un peu d'aller chercher, dans le fond, un nom qui allait représenter nos valeurs. Là, Leap, vite fait, on se dit, OK, mais pourquoi? Ben, Leap, ça vient un peu du saut de l'ange, de faire le saut de... C'est ça, on va préciser, cher, pour nos auditeurs, que c'est Leap, ça s'écrit L-E-E-E-P. Donc, pas comme le mot anglais, mais on sent justement la référence à ça. Mais ça vient, c'est ça en fait. Ça vient de l'idée du bon vers l'avant, du bon qu'on a besoin de faire pour changer les pratiques en entreprise, mais aussi pour changer les pratiques qu'on a pour le futur de la planète, si on veut, de manière générale, autant en tant que consommateur qu'en tant que travailleur. Donc, pourquoi les 3 E? Ben, c'est aussi un petit concept parce que ça prend 3 éléments pour faire le café infusé à froid. Ça prend de l'eau, du temps et du café. Donc, c'est un peu de là qu'on a décidé qu'il y avait 3 E. Mais ensemble, ils ont tout fait le processus de création du produit. Et ensuite, là, c'est là que moi j'arrive, en fait, à un moment où Dario se blesse, la compagnie vient d'être lancée. Dario qui a pris le poste de PDG, si on veut, que c'était lui qui drivait les opérations. Et moi qui le rencontre, il me dit « Je suis blessé, c'est un petit peu plus compliqué actuellement pour moi. » Et que je lui dis « Je vais être bénévole avec toi. Je vais juste rentrer, je vais juste venir t'aider le temps que tu guérisses et tout. » Et finalement, ben, on s'est tous très appréciés. Et je suis rentré dans l'aventure. rentré dans l'aventure avec eux. Et en avançant progressivement, eh bien, moi, j'ai un autre de mes amis passionnés par l'entrepreneuriat qui s'appelle Yann Fillon-Bock,
qui a une formation d'ingénieur, en fait, qui avait travaillé dans plusieurs bureaux, surtout pour faire du contrôle de qualité. OK. Et qui avait besoin de vivre autre chose, d'avoir d'autres défis. Mm-hmm. Et je lui ai dit, si ça te tente, il y a une place pour toi dans l'équipe. Donc là, il est rentré avec nous, puis on est rendu les 6 ensemble à foncer. C'est super. Cette généalogie que tu viens de nous présenter de la compagnie est à la fois extrêmement inspirante, mais aussi très bien coordonnée. Ce que je retire surtout du récit que tu viens de nous donner, j'ai l'impression que quelquefois on a l'idée d'une manière de créer ce genre d'entreprise-là un peu improvisée. Vous, ça a l'air d'être extrêmement rigoureux. Ben, je pense que à l'origine, le fait que justement Simon, Dario, Abraham avaient déjà une bonne idée, tu sais, surtout leur expérience chez Rise. C'est ça, surtout Simon et Abraham qui avaient déjà été chez Rise et qui avaient fait croître Rise parce que c'est vraiment eux, ils étaient là depuis le début à l'origine puis ils sont partis vers d'autres projets ensuite. Okay. Par exemple, Simon aujourd'hui, il fait énormément de musique, il a complètement changé de vibe. Ben oui. Abraham de son côté, il y a une autre entreprise qui s'appelle Wise Man's Care qui fait des produits de, comment dire, pas de beauté, mais de soins... de soins corporels. Pour hommes. Pour hommes, ouais. Donc, tu sais, il y avait déjà toute une belle vision de la situation. Mon cousin aussi qui avait fait énormément de gestion dans des compagnies de café auparavant. Mm-hmm. Donc, il savait où il allait. Disons que si ça aurait été moi qui l'aurais lancé, avec l'expérience que j'avais à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus improvisé. Mais effectivement, comme il savait vers où il s'en allait et comme il connaissait déjà les étapes, il les avait déjà vécues, ça s'est très bien coordonné à travers le temps. Ça, puis tu me disais justement avant l'émission que techniquement, vous avez chacun des titres pour mettre sur vos cartes d'affaires, mais que vous travaillez tous un peu n'importe où. Là où il y a besoin justement de main-d'œuvre, vous allez embarquer puis vous allez vraiment vous partager les tâches comme ça vient un peu. J'ai vu que justement vous êtes pas tant que ça non plus pour tout ce qu'il y a à faire. Je veux juste le préciser aussi pour nos auditeurs, nos auditrices, toi tu as un background en sciences économiques, tu fais ta maîtrise en ce moment à HEC aussi en stratégie. Comment ça vient jouer ça un peu dans ton rôle à toi dans l'entreprise? Comment ça vient jouer? C'est vraiment difficile à dire, en fait, parce que c'est ça, moi, auparavant, j'avais étudié en économie politique. Mm-hmm. Ensuite, ben, je me suis ramassé au HEC en gestion stratégique, comme que tu dis. Mais je ne sais pas, en fait, comment ce background-là vient nécessairement énormément jouer. C'est sûr que bon, ça me permet de comprendre peut-être un petit peu plus comment que le marché fonctionne ou d'avoir une vision un petit peu plus globale des opérations de l'entreprise puis de la stratégie qu'on doit se donner ou disons plus de la direction qu'on doit se donner pour arriver à nos fins. Après, c'est ça, on est vraiment un collectif dans le sens où, comme tu dis, on n'est pas beaucoup de personnes, mais aussi on se fait énormément confiance et on a toujours pris cette expérience-là aussi comme étant une possibilité d'apprendre. Donc, tous les uns les autres, c'est ça, on a tous des backgrounds différents. Moi et Yann, on était peut-être un petit peu moins expérimentés parce qu'on est plus jeunes aussi. On est les deux plus jeunes de la clique. On a 26 ans tous les deux. Donc, du coup, pour nous, c'était une première vraie grosse expérience. Mais en même temps, c'est qu'on essaie toujours de se donner des coups de main. On essaie toujours de se permettre d'apprendre. On essaie toujours de revenir ensemble. Tu sais, comme... Même des fois, moi, je vais avoir des conversations avec mon cousin Dario, par exemple, où on va parler de, par exemple, comment on set le prix de notre produit. Nous, il nous coûte tant. Faut qu'on fasse quand même un certain profit parce que, je veux dire, il n'y a aucune entreprise qui peut survivre juste en vendant au cost. Fait que, tu sais, comme, juste quand on va setter le prix du produit, par exemple, ben là, moi, mon background économique peut venir ajouter des points. Lui, son background de commercialisation, déjà, va venir ajouter des points. Fait que, on utilise constamment tous nos expériences diverses pour arriver à des points d'entente, pour arriver à des compromis les uns envers les autres, pour être à l'aise dans ce qu'on fait et être à l'aise avec nos choix, toute la gang. Mais c'est plus là, en fait, où l'idée du collectif est importante, je pense, c'est que toutes les décisions sont prises en gang. Tu sais, je pense à toi, je disais ça récemment, mais on est une entreprise enregistrée, mais on essaie vraiment d'inclure dans nos façons de faire des modèles qui viennent plus du monde de l'économie sociale, par exemple des coopératives, par exemple des OBNL ou des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu à ce niveau-là, je dirais, que ça joue.
Je serais curieux de t'entendre sur la manière dont vous distribuez le produit. Où est-ce qu'il est disponible? Comment se fait ce processus-là? Que vous approchez les commerces personnellement? Comment ça se passe de ce côté-là? Ben, généralement, oui. Pour l'instant, nous, on n'a pas de grands distributeurs. Okay. En fait, on aimerait ça en avoir un éventuellement. Mais c'est sûr que quand tu lances un produit, c'est toujours mieux d'être les gens qui sont derrière ce produit-là, qui font sa commercialisation et qui font ce qu'on va appeler la représentation. Ouais. Donc oui, nous, on a vraiment un contact humain avec tous les magasins où on distribue. Okay. Le seul endroit, en fait, où on a plus ou moins un contact humain, c'est dans un Rachel Berry à Québec. Okay. Parce qu'on n'a pas tout le temps l'opportunité de se rendre à Québec. Fait que souvent, on va faire des envois postaux, on va leur parler au téléphone, on va les avertir, ça s'en vient. Tu sais, on connaît la personne qui est là-bas. Moi, je l'ai jamais vue, mais je lui ai parlé au téléphone plein de fois. OK, ouais. Fait que le lien est quand même là, malgré la distance. Oui, exact. Exact. Puis quand on va à Montréal, ben au départ, ça commençait à... Nous, on appelle ça faire des cold calls. Tu fais juste arriver dans un magasin, tu drops, tu vas voir la personne, puis tu lui parles de ton produit vite fait, tu lui demandes si ça l'intéresserait de l'avoir. Puis des fois, il y a des gens que ça les intéresse, d'autres fois, il y a des gens que ça les intéresse pas, soit parce qu'ils connaissent pas le produit ou c'est pas nécessairement encore assez gros. Fait que ça, c'est comprenable, tu sais. Mais nous aussi, on est tout le temps dans une perspective... ça, c'est quelque chose qui vient chercher à mon expérience d'économie politique et particulièrement du mémoire que je fais actuellement sur la main visible, où... nous, on est toujours à la recherche de ce que j'appellerais des cercles économiques vertueux, c'est-à-dire que quand on veut vendre notre produit quelque part, c'est pour faire un partenariat, c'est pour que ça rapporte à tout le monde dans le processus. Fait qu'autant à moi qu'autant aux revendeurs. Puis on a toujours cette idée-là derrière la tête d'être aussi le plus transparent possible, d'avoir aussi la meilleure qualité possible pour ces gens-là. Fait que tu sais, comme... On est vraiment dans la franchise avec ces gens-là, tu sais. S'ils hésitent, s'ils ne veulent pas maintenant notre produit, ben on est prêt à reporter à plus tard pour que ça se fasse bien et que ça soit pas un problème pour eux. Tu sais, comme par exemple, actuellement, l'hiver, c'est normal, c'est un produit qui se vend un petit peu moins parce que ça compétitionne avec du café chaud, puis les gens l'hiver vont boire plus du café chaud, surtout au Québec où ils connaissent pas le café infusé à froid. Donc, il y a des gens, des fois, ils vont me dire « Ah, ben je suis comme pas sûr. » Puis on leur dit « Ok, mais si on revient, par exemple, au mois d'avril, à un moment où la saison va repartir, qu'est-ce que vous en pensez là, à ce moment-là? » Ils ont l'oreille plus facile, ça leur tente plus, et ils voient aussi qu'on est sérieux, tu sais. Ils voient qu'on n'est pas là pour juste pousser un produit puis faire une vente à eux, mais qu'après, ça ne dérange pas que ça se rende aux consommateurs ou pas. Ils voient qu'on est vraiment là pour le long run. C'est ça, que c'est pas l'idée dans le fond de juste contacter tout le monde puis que ça se ramasse partout, n'importe où. Vous voulez vraiment faire des liens, tu sais, qu'il y a un lien de confiance qui se construit justement avec ces entreprises-là qui vont vendre des produits. Oui, effectivement. Puis aussi, au-delà de ça, il y a beaucoup de commerces qu'on a approchés qui nous ressemblent aussi au point de nos valeurs, tu sais. Comme les premiers endroits où on s'est ramassé, c'est particulièrement des boutiques d'aliments naturels ou d'aliments biologiques. Pourquoi? Parce que non seulement notre produit est biologique, mais c'est aussi parce qu'on pense comme ça, tu sais. Là, c'est sûr que veut pas, rendu à un certain point, là, on commence à rentrer dans des plus grosses surfaces. Ici, comme on a commencé à rentrer tranquillement dans certains métros à Montréal, un petit peu sur la Rive-Sud aussi. Cool. Il y a une belle expansion quand même. Là. Oui, on commence quand même à avoir des beaux points de vente. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça, venant de la région. Moi, je viens des Laurentides, fait que c'est sûr que j'aimerais énormément ça, qu'on se ramasse dans les Laurentides, dans les autres régions. Mais bon, au Québec, il y a un facteur à Montréal quand même où il y a beaucoup de hype qui commence à Montréal. Fait on s'est surtout concentré sur Montréal pour l'instant, d'autant plus que maintenant on vit tous ici. C'est ça, c'est là que vous êtes basé pour vos opérations. Donc. Exact. Nous, on est basé à ma brasserie qui est comme dans le cœur de Rosemont. Fait que bon, c'est plus facile pour nous pour faire de la distribution de rester plus près de Montréal. Puis éventuellement, quand on aura un distributeur, on pourra sortir plus facilement. Mais actuellement, je dirais qu'on a environ 70 points de vente quand même à Montréal. Ce qui est pas si mal. Puis, ce qui est très honorable. Puis on va beaucoup, c'est ça, on va beaucoup dans les épiceries d'aliments naturels, mais on est aussi présent dans des magasins de boissons spécialisées. Par exemple, des magasins de bière, je pense au Pelouzo, le Biérologue dans Schlager Maisonneuve, Boire Grand dans le coin d'Antique. Tu sais, on travaille beaucoup avec ce genre d'endroit-là aussi, c'est qu'on vient de l'univers de la microbrasserie, veut pas, parce qu'on est basé à ma brasserie. On est en vente aussi à ma brasserie d'ailleurs. Mais
on approche le même genre de joueurs que nous, quoi. Le même genre de personnes qui ont aussi le même souci pour la qualité des produits. Je veux dire, il y a une couple d'années au Québec, des micros, ça n'existait pas vraiment. Puis ça a décollé. Dans les 30 dernières années, on est passé de 1 à quoi, 230? Quelque chose comme ça. C'est gigantesque. C'est assez incroyable. Le marché est quasiment rendu saturé aujourd'hui. Mais c'est ça, on essaie de suivre le même genre de pattern qui nous a lancé. Ouais. Puis Charles, ça fait une couple de fois que tu parles de Ma Brasserie, qui est une coopérative en fait pour personnes genre qui font des produits de microbrasserie. Puis vous, comment en fait vous êtes ramassés là-bas? Puis aussi un peu le lien que tu faisais tantôt avec l'économie sociale, qui est super intéressant, où justement vous voulez fonctionner plus sous ce modèle-là, puis donc et vous collaborez avec une coopérative aussi. Je trouve ça super intéressant à ce niveau-là. Donc ça part de où un peu? À l'origine, en fait, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on produisait littéralement notre produit à Ma Brasserie. Maintenant, on est encore basé là pour une partie de nos opérations. C'est là qu'on entrepose une partie de notre matériel. Okay. C'est là qu'on fait beaucoup nos réunions. On a des super beaux liens d'amitié qui sont créés avec les gens là-bas. Okay. Mais à l'origine, les premières batches de notre café, parce que notre produit, quand on s'est lancé, il n'était pas totalement terminé, en fait. On était encore dans le peaufinage. Comme je disais tantôt, on avait une version des agrumes qui était pétillante, qui était vraiment plus space. Que finalement, on a changé. Moi, ça m'a rendu un petit peu triste parce que j'adorais profondément notre produit, mais il était plus difficilement commercialisable parce que tu arrives déjà avec un produit qui est nouveau sur un marché. Ouais. Donc, être trop nouveau, des fois, c'est comme pas assez. Ouais. Moi, j'en veux. Moi, j'en veux. Mais, donc... Avec Ma Brasserie, ce qui se passe, c'est que Ma Brasserie, c'est la brasserie comme telle, c'est la coopérative où tu as plein de petits brasseurs du coin. Là, j'en nomme juste certains, là, mais je pense par exemple au Brouhaha, au Yeast, à l'île de Garde, la Micro Boswell. Oui. Mais il y en a d'autres, là, c'est juste que je les on peut pas toutes les nommer. Mais Ma Brasserie, de un, c'est ça, mais c'est aussi d'autres entreprises. Puis déjà que Ma Brasserie est assez multifonctionnelle parce que tu as la brasserie, mais tu as une boutique pour acheter les produits qui sont faits sur place. Okay. Et tu as aussi le salon de dégustation où tu peux aller boire les bières qu'ils font et manger aussi parce qu'il y a une cuisine incroyable avec un chef génial. Okay. Mais dans Ma Brasserie, en plus de tout ça, il y a d'autres petites entreprises. OK. Je pense par exemple qu'il y a la Pimenterie qui font des sauces épicées vraiment géniales. Je vous les recommande d'ailleurs. OK, ça m'intéresse. Mais il y a aussi Mananova. Mananova sont pas très connus. C'est d'autres anciens Dry Kombucha. Donc le lien s'est fait très facilement parce que Simon et Abraham avaient déjà travaillé avec Sébastien qui est le propriétaire de Mananova. Et eux, ils vont faire du Maneki qui est une espèce de vinaigre de kombucha. OK. Et il y avait toutes les installations nécessaires pour nous aider à faire notre produit. OK. Donc, les premières batches qu'on brassait, parce que, tu sais, du cold brew, je pourrais le faire chez moi, mais si je veux en commercialiser, il faut que je fasse une énorme batch. À ce moment-là, je peux pas commencer à remplir des pichets à chaque soir pour remplir des bouteilles. Ça serait beaucoup trop long. Ouais. Fait qu'on le faisait dans leur cuve. Et c'était avec leur expertise, en fait, eux, ils nous ont énormément aidés à comprendre comment bien le faire. C'est eux qui ont fait toute notre recherche et développement aussi. OK. Ben, pas eux seuls, en partenariat avec nous. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré à Ma Brasserie au départ. Et ensuite, on avait d'autres petits contacts. On a créé un bel esprit de camaraderie avec eux, je crois. Et on est rentré là progressivement comme ça. Et tranquillement, Mananova, leur objectif là-dedans, c'était de nous aider à nous starter. Mais comme ils ont une business qui est pas le café, éventuellement, il fallait que ça se termine. Ouais. Donc, ils ont cessé de nous produire rendu à un certain point. Et nous, on est quand même resté sur place parce qu'on était rendu un peu comme un meuble, quoi. Ouais, c'est ça. Les amis de la place. Ouais, exact. Donc, on est encore régulièrement présent là-bas. Ça, puis tu m'avais parlé hors d'onde que vous aviez dû, bouger vos opérations à l'extérieur, puis que malheureusement, vous avez dû aller en Ontario aussi, parce qu'il y a des choses dans le processus de fabrication qu'il n'y a pas à faire au Québec. Je trouve ça quand même intéressant comme obstacle, dans le fond, auquel vous avez fait face. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus? Ben, en vérité, ça a été une grosse déception pour nous, ça, en fait. Parce que ça, au départ, on le faisait avec Mananova. Comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas un produit qui était complètement fini. Ouais. Une des particularités de ce produit-là, qui n'était pas terminé, c'est qu'on pouvait pas on n'avait pas l'équipement pour le pasteuriser à Ma Brasserie.
Et bon, quand on commercialise un produit comme ça en format ready to drink, si on veut, c'est un petit peu compliqué d'arriver avec un produit et de dire le produit est bon seulement pour 45 jours. Parce que bon, c'est du café. Du café, ça l'expire à un moment ou à un autre, malheureusement. Donc nous, puis ce qu'il faut savoir aussi derrière ça, c'est que comme dans beaucoup de domaines du milieu alimentaire, en fait, c'est qu'il y a un risque associé avec des aliments qui passent date, dépassent un certain temps, c'est que tu peux développer ce qu'on appelle le botulisme. Le botulisme. Oui, le botulisme, en fait, c'est comme une bactérie, c'est plus comme une bactérie, mais qui peut attaquer assez rapidement. Et faire des ravages, en fait, si le produit est mal conservé. Nous, on n'a jamais eu ce problème-là, puis j'espère qu'on ne l'aura jamais. Ça devrait jamais arriver. Ça ne devrait jamais arriver, vu les opérations, comment on le fait, vu la prévention qu'on fait. Mais c'est déjà arrivé une fois aux États-Unis que quelqu'un contracte le botulisme à cause d'un café qui avait été mal pasteurisé. Et bon, c'est ça. Nous, dans le fond, le défi, c'était de pasteuriser notre café. Parce que 45 jours, c'était pas suffisamment long, donc il fallait le porter. Maintenant, on dure 7 mois. Grâce à la pasteurisation. Exactement. Puis ça, pour nous, ça change tout parce que quand ton produit dure seulement 45 jours, que tu commences à commercialiser un produit qui est nouveau sur le marché, bien, généralement, au début, tu as des pertes. C'est sûr. Mais quand tu as 45 jours de date, les pertes sont plus importantes. Et des fois, surtout quand tu essaies de rentrer avec une vision plus éthique de la chose, ça fait mal au cœur d'avoir des pertes. Et bon, il n'y a personne qui a envie d'en avoir, non seulement d'un point de vue économique, mais comme je disais aussi, éthique. Ça fait aucun sens d'avoir plein de pertes. Donc, nous, on voulait absolument le pasteuriser. C'était un enjeu pour notre entreprise pour survivre, qu'il soit pasteurisé. Ensuite, on est allé voir plusieurs entreprises qui sont dans le milieu des boissons au Québec. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, de la pasteurisation, mais ce qui est particulier avec le café, c'est qu'il y a une question de pH qui fait que les entreprises au Québec qui ne pasteurisent pas de café d'habitude ne savaient pas exactement comment bien le faire. Si je comprends dans un sens, parce qu'un café, généralement, dans la culture au Québec, ça se boit plus souvent chaud, puis ça se boit instantanément. Tu rentres dans un café, tu dis je veux un cappuccino, il te le fait devant toi. Puis 15 minutes après, il n'est plus là. Là, on parle d'un café infusé à froid qui doit être conservé et qui ne répond pas aux mêmes enjeux de conservation qu'un café ordinaire. Exact. Puis là, ce qui arrivait dans le fond, c'est ça, c'est qu'on allait voir ces entreprises-là. Ils étaient intéressés, mais ils savaient très bien qu'il y avait un risque. Que si eux n'avaient pas l'expertise nécessaire et qu'ils le faisaient mal, il y avait un risque que le produit puisse éventuellement devenir dangereux. Et vu la légalité de la chose, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour eux, c'était vraiment un risque aussi de nous accepter sans avoir l'expertise par rapport aux produits spécifiques, parce que c'est sur eux que tomberait la responsabilité s'il arriverait quelque chose et non sur mon entreprise. OK, donc une implication. C'est ça, s'il y avait quelque chose, qu'il y avait des poursuites, c'est eux autres qui sont responsables. Puis ça veut pas dire qu'ils l'auraient mal fait, mais ça veut seulement dire qu'il y avait un risque. Il y avait un risque avec le produit. Tandis que du côté de l'Ontario, tantôt je disais que c'était très connu aux États-Unis, mais c'est aussi connu au Canada anglais. C'est vraiment au Québec, c'est pas rentré. C'est pas encore rentré, Là, ça rentre tranquillement. Mais en Ontario, il y a des entreprises qui font la pasteurisation et qui savent comment la faire. Pour le cold brew. Oui, exact. Donc, pour nous, on a été voir énormément de gens au Québec. Ça nous a vraiment, vraiment fait de la peine de devoir se tourner vers la province voisine, même si, bon, on reste quand même au Canada, on reste quand même local dans cette optique-là. Puis l'Ontario, c'est pas si loin que ça, mais... Mais c'est ça, en même temps, on le sent dans ton discours depuis tantôt, c'est tout cet enjeu-là, cette idée-là d'être local le plus possible, vraiment le plus près possible pour toutes les étapes de fabrication. C'est quand même triste de devoir sortir du Québec pour faire ça. Donc, je comprends votre déception aussi à ce niveau-là. Effectivement. Même si au moins, c'est ça, c'est pas de l'envoyer aux États-Unis non plus. Donc ça reste au Canada. Ça reste au Canada, c'est une question aussi des transports parce que plus t'es loin, plus tu vas créer des émanations de gaz à effet de serre à cause du transport, des choses comme ça. Nous, c'est sûr que
dans le meilleur des mondes, on espère vraiment pouvoir rapatrier la production éventuellement, mais bon, il va falloir quand même croître un peu avant d'avoir les moyens de se payer toute la machinerie nécessaire pour faire cette pasteurisation-là. Ouais. Mais bref, ça en est venu à être un peu un enjeu de survie pour nous. Et c'est vraiment avec de la tristesse qu'on s'est tourné vers l'Ontario, mais on a quand même trouvé une entreprise qui s'appelle Hatch, qui est un torréfacteur artisanal qui a accepté de faire notre produit et de le pasteuriser. Parce que maintenant, ils brassent aussi là-bas, comme ça nous évite de faire un double transport. Mais qui ont accepté de le faire et c'est vraiment une belle entreprise et c'est petit quand même. C'est ça qui est le fun, ça. Vous n'êtes pas ramassé chez un industriel qui fait 800 produits différents. Vous êtes ramassé dans une autre entreprise qui a une philosophie qui est compatible avec la vôtre. Puis ça, je trouve ça honorable. J'imagine que vous auriez pu avoir un choix plus facile, peut-être même un peu plus économique d'aller chez un énorme de producteur. Puis vous êtes allé sur cette vague d'entreprise justement artisanale. Puis c'est super, je trouve. Mais on essaie toujours, c'est ça. Tantôt je disais libre, c'est un petit peu c'est le bon qu'on a besoin, mais nous, notre slogan, c'est « Prends ton élan », mais cet élan-là, un peu, ça se voit aussi au niveau des partenariats qu'on va faire. On essaie vraiment de rester dans une vision qui garde nos valeurs, si on veut. Fait qu'on essaie d'aller chez les plus petits producteurs possibles. On essaie de faire des cercles vertueux, comme je disais tout à l'heure, au niveau économique, d'aider les autres, puis d'aider les entreprises locales, les entreprises dans lesquelles on croit. T'sais. On n'a pas le goût nécessairement d'aller faire des partenariats avec des entreprises pour qui l'éthique, c'est pas important. Ouais. Puis, tu m'avais conté aussi un autre aspect, un autre obstacle que vous aviez eu, c'est sur la bouteille, en fait, pour mettre le produit. Donc, c'est une bouteille en plastique dans laquelle il est en ce moment. Si je ne me trompe pas, avant, c'était en vitre, en verre. Oui, exact. On a déjà une petite bouteille en verre. C'est ça. Puis donc, vous aviez dû changer. C'est pour quelle raison, en fait, vous êtes passé du verre au plastique? Puis, je sais que vous aviez regardé aussi l'aluminium, mais que ça n'avait pas été faisable. C'était des bouteilles en aluminium. Des canettes. Des canettes. Ok, oui. Okay. Je voulais dire. Je me demandais. Là, aussi, vous avez une grosse réflexion en termes éthiques et environnementaux sur dans quoi on met ce produit-là. Mais en fait, c'est ça. Il y a eu. Quand on a commencé avec justement le produit qu'on avait durant l'été, on avait des petites bouteilles de verre, 250 ml. On les aimait énormément, nos bouteilles, quoique certaines personnes parfois nous disaient que ça ressemble un petit peu à des bouteilles de sirop. Chez Cora le matin. C'est ça. C'était un petit peu turn-off quand la personne me dit ça. Je les ai regardés après. Mais on était vraiment très fiers de l'emballage qu'on avait, si on veut. Ouais. Sauf qu'on a eu un petit kick au visage à un certain point quand on s'est rendu compte. En fait, nous, on achetait nos bouteilles directement à Montréal d'une compagnie qui, on croyait, faisait les bouteilles à Montréal. Et rendu à un certain point, on a reçu les bouteilles et on a vu que c'était made in China. Donc là, ça a été comme notre premier c'est pas ce qu'on avait en tête, c'est pas ça qu'on croyait qu'on achetait. Donc ça a été une petite déception. Ben oui. Et aussi, on n'avait pas la grosseur des opérations nécessaires pour nécessairement commencer à les consigner. Parce que ça, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, nous, on veut vraiment retourner vers un format en verre consigné. Parce que des bouteilles de verre consignées, c'est très facilement, c'est ultra recyclé en fait. Là, c'est comme une des meilleures alternatives qu'on peut avoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un excellent mouvement actuellement qui est sac consigne. Pour que la SAQ commence à consigner ses bouteilles parce que ça fait aucun sens. Puis souvent, on a un petit peu cette fausse croyance-là de se dire que le verre est nécessairement meilleur parce que c'est un matériel recyclable. Sauf que actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du verre qui se ramasse au recyclage, s'il n'est pas consigné, il ne sera pas réutilisé. Ça va se ramasser dans les dépotoirs et ils vont souvent les utiliser pour faire des couches par-dessus les dépotoirs pour mettre d'autres déchets ensuite. Donc finalement, le verre, au niveau environnemental, c'est pas aussi bon que ça devrait l'être. Ça pourrait l'être. Si les ça. infrastructures étaient présentes. Ça pourrait être incroyable, mais dans la situation actuelle, c'est pas le best. Donc nous, ensuite, on a eu cette déception-là.
Mais on se retroussait les manches quand même, on aurait aimé ça, garder un format comme ça. Mais ensuite est venue la question de la pasteurisation. Puis au départ, on regardait surtout pour faire de la pasteurisation à pression. Et c'était pas une option, en fait, avec des bouteilles en verre, parce que la pasteurisation à pression aurait fait éclater les bouteilles. Okay. Finalement, on se ramasse avec une pasteurisation un petit peu plus classique. Mais bref, après cette réflexion-là de les bouteilles auraient pu éclater, on avait déjà commencé à regarder d'autres alternatives. Et c'est en regardant en fait les bouteilles de la compagnie Loop, je sais pas si vous connaissez cette entreprise. Ouais, ça me dit quelque chose. Ok, moi je connais pas. Loop, en fait, c'est un projet vraiment, vraiment intéressant. Ils font des jus, mais à base de fruits et légumes qui auraient été jetés parce que c'était des fruits et légumes qui étaient rendus laids ou qui commençaient à être plus bons, en fait. Oui. Fait qu'eux autres, ils réutilisent tout ça et ils font des jus avec ça. Et ils utilisent des bouteilles en plastique, mais des bouteilles en plastique qui sont du plastique numéro 1, en fait. Qui est du plastique numéro 1 sans BPA. Donc sans... vous savez, les bouteilles d'eau, là, par exemple, qu'on peut acheter des fois, on dit souvent que si on les squeeze dans nos mains, il y a des particules de plastique qui se ramassent dans l'eau et qu'on boit du plastique. Le plastique numéro 1 sans BPA, en fait, ne fait pas ça. Donc c'est un plastique qui n'est pas néfaste pour la consommation humaine, au final. Et ce qui est bon aussi de ce plastique-là, c'est que c'est hautement revalorisable. Comme dans un centre de tri, c'est probablement le plastique qui va être le plus recyclé. À cause que c'est un plastique de bonne qualité qui peut durer d'autres utilisations. C'est une bouteille assez rigide, justement. C'est exactement ce vers quoi je m'en allais. Je tiens la bouteille présentement entre les mains. Puis cette espèce d'effet dont tu parles là, de malaxer un peu la bouteille d'eau qu'on peut acheter n'importe où à l'épicerie, que ce soit Dasani, Aquafina, name it, là. J'ai pas du tout l'impression sensiblement de prendre dans ma main le même type de bouteille. Et je pense que ça vient véritablement du plastique, là, la matière première. C'est pas du tout la même sensation. Mais exact. Fait, au final, nous, c'est... Quand on a vu ça, en fait, quand on a compris que, disons que pour la grosseur de nos opérations actuellement, le verre, c'est un petit peu complexe aussi, que le verre, c'est plus cher. Bon, on n'est pas encore à un point où on peut se permettre des dépenses faramineuses. Donc, non seulement, là, on avait l'argument économique qui rentrait en plus, on s'est tourné vers ça, on s'est dit, en vérité, c'est un choix qui est plutôt responsable, même si actuellement on parle énormément du plastique. J'avoue que on continue à avoir une espèce de déception par rapport à ça. Pour nous, c'est plus une solution de rechange en attendant d'arriver vers quelque chose de mieux. Mais il faut savoir aussi, tu mentionnais les canettes tout à l'heure, que les canettes, c'était aussi très difficile pour nous. Pour 2 points, en fait. Parce que, premièrement, on a eu énormément de discussions au niveau de la canette au départ, particulièrement entre moi et Dario. Où moi, j'étais pro-canette, mais Dario me disait constamment le problème avec la canette, c'est qu'une fois que tu l'ouvres, tu peux pas la refermer. Et le cold brew, tu sais, dans chacune de nos bouteilles, on a des bouteilles de 330 ml. Dans chaque 330 ml, il y a l'équivalent de 2 grands cafés filtres en termes de caféine. C'est ça. Pour nos auditeurs, ça réveille en tabarouette. Le matin, t'en prends une bouteille et t'es parti pour ta journée sans problème. Je sens que ça commence à fesser. Là. C'est ça. Mais non seulement c'est très donc l'intérêt de pouvoir le refermer. Puis non seulement c'est très caféiné, mais en plus l'infusion à froid fait que c'est plus rapidement biodisponible, c'est-à-dire que tu vas le digérer beaucoup plus rapidement et le ressentir beaucoup plus rapidement. Donc Dario me sortait souvent cet argument-là de, tu sais, en même temps, est-ce que c'est vraiment éthique de forcer les gens à avoir un overdose de café? Moi, ça me fait plaisir. Des fois, je vais en boire un au complet, mais des fois, je suis content de pouvoir le refermer et de pouvoir le remettre dans mon frigo puis me dire demain matin, je vais en avoir. Donc, c'est un argument qui m'a quand même bien parlé parce qu'effectivement, c'est pas super génial de forcer les gens à boire trop de café. La plupart de nos compétiteurs le font en canette. Mais l'autre point qui venait dans l'équation, en fait, c'est que, on le sait récemment, avec l'administration Trump aux États-Unis, il y a eu des tarifs qui ont été imposés, par exemple, sur l'aluminium. Et bien que le Canada, ce soit un des plus grands producteurs d'aluminium de la planète. Surtout au Québec, en fait. Semble-t-il qu'on n'est pas très fort sur le domaine secondaire. Et donc, on ne fait pas de transformation de notre aluminium pour faire des canettes. Les compagnies de canettes en Amérique du Nord sont où? Sont aux États-Unis. Oh wow, ça j'avais c'est ça.
dès qu'on boit, mettons, une canette de Coke ou quelque chose comme ça, l'aluminium va peut-être venir du Saguenay, puis après ça, il va être shippé aux États-Unis pour faire la canette, puis après ça, il va être ramené ici. Parce que somehow, c'était moins cher comme ça de le faire. Ouais, Puis là, avec les tarifs, ben, ça fait qu'il y a une taxe qui est appliquée à la frontière, donc ça vient augmenter le coût de la matière première puis le coût de la transformation parce qu'on traverse la frontière 2 fois. Je vois le coût environnemental de ça. C'est ça, on parle même pas de ça me fait peur, là. Ouais. Notre bon ami Trump, même dans un épisode comme celui-ci, on vient qu'à parler de Trump, c'est une merveilleuse politique. Mais c'est ça, donc vous justement, ça aurait été un coût supplémentaire à cause des tarifs, vu qu'on sait pas quand est-ce que ça va arrêter ces tarifs-là. Puis dans votre idée justement d'être local le plus possible, ça aurait pas été une alternative intéressante de prendre de la canette, malgré certains bienfaits environnementaux qui viennent avec l'aluminium. Ben, ça aurait pu l'être, surtout que l'aluminium, c'est très très revalorisable aussi. Ouais, c'est recyclable à l'infini. Donc, venant aussi, étant basé dans une microbrasserie aussi, j'en ai parlé énormément, moi, durant l'été, avec les gens qui travaillaient sur place. Ouais. Il faut savoir que pour les brasseries actuellement au Québec, c'est un énorme casse-tête des canettes, parce que non seulement les prix ont augmenté, mais en plus, il y a une pénurie actuellement. Il y a une pénurie. Une pénurie de canettes. Ils ont de la misère à avoir des canettes. OK. Il y a énormément de difficultés à se batcher en canette, à avoir... Il faut qu'ils aillent chercher de plus en plus avec d'autres fournisseurs, etc. Ouais. Donc, ça devenait un véritable casse-tête, un casse-tête qui, comme tu l'as dit, au niveau du transport en plus, est comme... c'est nuancé là, à quel point c'est bon pour l'environnement nécessairement. Au niveau du recyclage, c'est sûr par contre que ça demeure le mieux. Ouais. Mais bon, après, quand tu ajoutes à ça l'idée de est-ce qu'on va filer une overdose aux gens, on s'est dit, pour l'instant, pour nous, le plastique numéro 1 sans BPA, ben ça c'est une bonne solution parce qu'en plus on sait que ça va être récupéré, on sait que ça va être réutilisé contrairement à plein d'autres plastiques qu'on utilise. Et on sait aussi que c'est un en attendant mieux. Ouais. Donc notre objectif c'est de retourner avec des belles bouteilles en verre éventuellement, qu'on va consigner, qu'on va pouvoir être certain à 100% qu'ils vont être récupérés. Ouais. Ça c'est le but de la ligne. C'est vers ça qu'on se dirige actuellement. Puis je trouve ça vraiment intéressant d'entendre cette réflexion-là sur, dans le fond, le dilemme que vous avez eu, entre le choix de matériaux à prendre. Puis il y avait un trade-off qui était sûr. Vous ne pouvez pas avoir à 100% ce que vous vouliez, mais je trouve ça intéressant d'entendre justement cette réflexion-là, comment vous l'avez eu, puis tous les facteurs à prendre en compte. C'est le genre de truc qu'on n'entend pas souvent parler pour des entreprises, surtout des jeunes entreprises. Puis on a souvent, on parle d'entreprise, on a toujours l'image du géant, justement à la Coca-Cola, du genre, pour qui on se dit, eux autres ils s'en sacrent, mais j'aime ça. Ça rappelle le beau côté que tu peux avoir avec une entreprise qu'on oublie des fois de mentionner. Peut-être aussi parce qu'il n'est pas assez présent, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis encore là, justement, face au dilemme que vous aviez, vous avez dit, OK, on va prendre du plastique, mais on va prendre le meilleur choix de plastique qu'on peut prendre pour le faire. Puis je trouve ça honorable, justement, que vous ayez cette réflexion-là philosophique et éthique. Ce que j'apprécie surtout dans ton discours, c'est à quel point la réflexion sur l'éthique, elle est fouillée, nuancée et diverse. On parle beaucoup d'éthique sur le plan de la matérialité même de l'objet. Bon, pour prendre l'exemple le plus facile, le fait d'utiliser des bouteilles en plastique d'une part, mais lorsque tu as mentionné il y a quelques minutes, est-ce que c'est éthique d'imposer une overdose de café par nos choix d'embouteillage ou d'encanetage ou peu importe? C'est un paramètre qui est à la base de tout, c'est humain. Est-ce que c'est le premier paramètre auquel on pense? Pas forcément. Alors que ça vient jouer énormément dans la conception même de votre produit. Tu sais, mon cousin Dario, il dit souvent, en fait, on serait pas en business si c'était pas des produits bio-équitables. Lui, il vient particulièrement du milieu équitable. Mais moi, je dirais plus, au-delà de ça, on serait pas en business si on était pour faire des choix qui seraient pas éthiques. Je pense que ce qui nous rejoint particulièrement tous dans ce collectif-là, c'est justement l'idée qu'on veut bien faire puis qu'on n'est pas là pour faire un coup de cash. On est là parce qu'on aime cette boisson-là, parce qu'on y croit, parce qu'on veut la faire découvrir aux autres Québécois. Mais parce qu'aussi, on veut bien faire les choses et que ça fait partie un peu du changement qu'on espère pouvoir apporter à notre manière, de mettre notre petite pierre à l'édifice et de montrer que c'est possible
d'être en entreprise et d'agir d'une manière éthique. C'est possible d'être en entreprise et de bien faire les choses. C'est possible de pas agir, comme tu disais, comme une grosse corporation qui s'en sac. Ouais, qui veut juste faire du cash. C'est possible d'être care à propos des Ouais. autres autos et des gens qui vont être nos consommateurs, si on veut, mais aussi de care à propos des producteurs. Tu sais, c'est 360 degrés, quoi. Ouais. On essaie de regarder de tous les côtés et de mieux faire tout le temps. C'est sûr que des fois, il y a des défis, des fois c'est pas facile, des fois il faut aussi que tu ravales ta salive un petit peu, tu sais, Ouais. parce qu'il y a pas tout qui est réalisable, mais comme tu le disais, il faut avoir cette réflexion-là derrière, Oui. c'est ce qui compte le plus et faire les choix les plus intelligents en fonction de la réflexion qu'on a eue. J'ai une petite question qui me taraude l'esprit depuis tantôt. Ton expérience entrepreneuriale auprès de Leap, l'expérience que tu vois de tes collègues et l'exemple de votre entreprise font en sorte que, comme tu viens de le dire, il est possible de changer les choses dans un cadre entrepreneurial. Sur le plan personnel, le monde tel qu'il se dessine présentement avec la crise environnementale, l'aube peut-être d'une crise économique qui nous frapperait d'ici moins d'un an, maximum un an. Ta vision par rapport à ça, c'est quoi? Je sais que c'est une grosse question, là, mais... C'est intéressant, surtout ce connaissant ton background, Antoine, puis c'est ça. ta vision des fois assez critique du capitalisme. C'est assez difficile à dire, honnêtement, sur un point personnel. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui est devenu un petit peu, à travers les études, pour nos éditeurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi et Marc-André, on a étudié ensemble, en fait, à l'Université de Montréal, dans nos cours de sciences politiques. Ouais. Je suis quelqu'un qui est devenu un petit peu cynique face à la politique. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aujourd'hui que j'ai développé une fibre entrepreneuriale, parce qu'au début, c'était vraiment pas dans ma vision de mon futur. J'avais vraiment l'intention, quand j'étais plus jeune, d'aller faire de la politique active. Et aujourd'hui, je regarde les gens qui prennent les décisions, je regarde aussi les études qui sortent par rapport à où se trouvent les véritables changements. Tu sais, comme récemment, je disais une étude qui disait qu'en fait, toutes les instances fédérales ou provinciales ou étatiques aux States, c'était pas vraiment là que les gros changements se faisaient. Quoiqu'au niveau des États aux États-Unis, c'est encore assez particulier parce qu'on voit souvent les États-Unis comme étant les grands méchants de l'environnement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au Canada, ils ont fait beaucoup plus de progrès que nous dans les dernières années, parce que les États, justement, jouent un rôle primordial. Mais au-delà de ça, c'est souvent les municipalités qui jouent ce rôle-là. Et moi, je pense que à un plus petit niveau encore, les entreprises devraient jouer ce rôle-là de plus en plus. Et bon, je disais un peu plus tôt que je fais un mémoire sur la main invisible. Moi, je suis en train de déconstruire la main invisible parce qu'on dit souvent que la main invisible qui a été amenée par Adam Smith, apparemment, bon, moi j'y crois plus ou moins, que ça dirait que l'égoïsme, en fait, permet de créer le bien commun. Moi, je crois pas à ça. Je crois pas que l'égoïsme des gens, l'appât du gain, la recherche du profit va amener le bien commun. Je pense que c'est plutôt l'idée de bien faire. Oui, parce que en même temps, on fait ça pour avoir un travail. Pas, ça fait partie de la chose. Mais c'est l'idée de bien faire les choses qui va apporter le bien commun. C'est l'idée de faire ça pour la collectivité, pour la collectivité, même si on ferait du commerce international. Si tu fais ça pour bien faire, on fait du commerce international, en fait, d'une certaine façon, parce que notre café ne vient pas du Québec. Puis quand on va chercher notre café, par exemple, notre café est produit en Colombie par la famille de Carlos Fernandez, qui est un fermier là-bas dans la région de Huila. Puis tu sais, c'est biologique, c'est équitable. Bon, ils n'ont pas la certification équitable, nous on l'a pas, fait qu'on dit direct trade, mais on le sait nous que c'est équitable parce qu'on sait c'est un contact direct avec le producteur. Tu sais, je pense que c'est là qu'on peut amener des changements, et c'est en donnant l'exemple et en réussissant à travers ça. Là, ça va être le défi, c'est le défi de toutes les entreprises qui font ça, en fait, c'est de réussir, parce qu'une entreprise qui réussit en mettant de l'avant ses valeurs, ça prouve qu'on est capable de le faire. Je vais faire un parallèle un petit peu triste, mais comme Donald Trump en ce moment, ce qu'il est en train de faire, Donald Trump, on peut le critiquer sur 1000 points, mais je pense qu'il y a un truc qu'il faut lui donner, c'est que le gars est en train de montrer à la classe politique que quand on veut, on peut.
Ouais. Le problème... Effectivement, c'est triste, mais c'est vrai. Mais le problème, c'est que lui, ce qu'il veut, ça concorde pas nécessairement avec la vision du monde que je crois on partage. Non, naturellement. Mais il est en train de montrer à tous ses prédécesseurs qui ont dit plein de belles paroles auparavant sur plein d'autres sujets. Hey guys, si vous auriez vraiment voulu faire le move, vous aviez pu. Vous aviez le pouvoir de le faire. Ouais. Merci Trump. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que quand on est une petite entreprise comme ça, puis qu'on se lance justement d'un point de vue éthique, puis si on réussit à travers ça, ce qui est un défi pour toutes ces entreprises-là, parce que c'est sûr qu'on a beaucoup plus de bâtons dans les roues, on va avoir beaucoup plus de problèmes avec les coûts, entre autres, parce que, je veux dire, quand tu fais du commerce équitable, ben, c'est sûr que ça va te coûter plus cher acheter ton café, c'est sûr que ça va te coûter plus cher avoir tes citrons pour faire notre agrume, notre vanille, etc. Sauf que c'est des choses qu'on est capable d'assumer. Ouais. Et si on réussit à travers ça, c'est là qu'on va montrer l'exemple pour les autres entreprises qui vont se partir après autour, qui vont pouvoir faire hey, mais eux autres, ça a fonctionné, puis on fait ça comme ça. Fait que pourquoi moi, je me soucierais pas de mon environnement? Pourquoi moi, je me soucierais pas de la qualité du traitement qu'ont les travailleurs, de l'argent que reçoivent les producteurs? Tu sais, je pense que c'est prêché par l'exemple, en fait. Exactement. C'est l'exemple type d'un travail qui est fait sans nécessairement chercher le profit le plus haut possible. Je pense que ça nous fait on n'aurait pas pu avoir meilleur comme conclusion à l'épisode, je crois. Fait qu'Antoine, justement, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour Leap? Est-ce que vous avez des une nouvelle gamme de produits qui s'en vient, ou pour l'instant, vous vous concentrez sur les 3 que vous avez, puis continuer l'expansion? Ou... Ben, est-ce qu'on a des nouvelles gammes pour l'instant? Tu vois, on vient récemment de finir de perfectionner nos 3 produits forts. OK. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans développer un nouveau type de produit. On aimerait vraiment ça, faire un café latte. OK. Ça serait intéressant. Ça. Nous, on aurait aimé ça le faire avec du lait d'avoine parce qu'on a regardé un petit peu... il y avait un super bel article de la BBC l'autre jour qui résumait une étude scientifique qui a été faite sur l'impact des différents laits végétaux. Okay. Nous, c'est sûr qu'on essaie de rester dans la vibe vegan. Bon, d'un, c'est triste, mais parce que vegan, c'est quand même marketing en ce moment. C'est un mais pas juste pour fort. ça, mais aussi parce qu'on sait de plus en plus que la production de lait, c'est mauvais pour l'environnement à un certain niveau parce que il y a des coûts variables. Production de méthane. Exact. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Puis, on regardait aussi les différents laits végétaux parce que souvent, on oublie que les végétaux aussi, ça peut être nocif pour l'environnement. Par exemple, l'Amazonie, c'est pas juste en train d'être déforesté parce qu'il faut nourrir des bêtes, mais aussi parce qu'on est en train de surconsommer certains types d'aliments. Ouais. Et on se rendait compte que le lait d'avoine est une excellente alternative parce que c'est un de ceux qui dégage le moins de CO2 et en plus, c'est un de ceux qui utilise le moins d'eau dans sa production. Oh. Donc, là, on est en train de regarder ça, mais ce qui est difficile pour nous par rapport à ça, c'est que de un, il n'y a pas de production de lait d'avoine biologique. Ou du moins, il y en a peut-être, mais on ne l'a pas trouvé encore au Canada. OK. Et on n'a pas trouvé non plus d'alternative équitable. Donc, on est en train un peu de réfléchir autour de ça, mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Okay. Mais ça serait éventuellement quelque chose qu'on aimerait faire. Sinon, là, je pense que ce qui s'en vient pour le futur, qui va être vraiment important pour nous, ben là, on va avoir une grosse saison parce que c'est un produit qui a une saisonnalité quand même. Fait que le beau temps, il s'en vient. On regarde dehors aujourd'hui, puis ça paraît pas, mais ça s'en vient, inquiétez-vous pas. Et là, on a l'Expo Manger Santé qui arrive le mois prochain. On va être présent sur place là-bas. Donc, ça va être un peu notre lancement de la saison. Et on veut très, très, très fortement aller chercher notre certification Fairtrade cette année. OK. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup avoir pour pouvoir... Tu sais, pour pouvoir que ce soit plus que les gens, quand ils lisent nos ingrédients, que ce soit écrit équitable dessus, c'est le fun, mais avoir comme une preuve, un stamp, le logo, ça nous remplirait vraiment de fierté de voir ça. Donc ça, c'est le principal objectif, je pense, pour cette année. Puis après, c'est vraiment au niveau de l'expansion, puis au niveau de faire découvrir le produit aux gens, parce qu'on a le goût que les Québécois en boivent, puis on a le goût que les Québécois aiment ça. Parce que, comme je vous disais avant l'émission, moi, j'aimais pas le café. J'ai jamais bu de café chaud dans ma vie. Et quand que mon cousin m'a donné une bouteille de ça et que j'en ai bu, j'ai fait « Wow!
ça, je pourrais en boire. Puis, comme de fait, à cet âge, j'en bois quasiment un à tous les jours. Puis, effectivement, c'est un très bon produit. Je l'avais jamais vraiment bu avant. Puis, j'ai tout de suite aimé ça. Donc, Antoine, merci vraiment beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Super intéressant, super pertinent. Puis, on vous souhaite bonne chance pour les mois à venir, pour votre grosse saison. Puis, pour tout le reste aussi qui s'en vient. On vous souhaite le meilleur. Que l'élan continue. Oui, exactement. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous rappelle qu'on est... tout d'abord, merci d'avoir été avec nous. Puis, je vous rappelle qu'on est disponible sur Podbean, Google Play, Spotify, YouTube et Apple Podcasts. Apple Podcasts, très important de nous laisser 5 étoiles et des commentaires. Ça nous aide à diffuser l'émission. Et puis aussi d'aimer et partager notre page Facebook. Donc, voilà. Bon, et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.